France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Dans le cadre de notre série de 7 semaines consacrée aux enjeux philosophiques présents dans l'œuvre Harry Potter, voici le 4e épisode. Harry Potter est-il l'anti-Peter Pan ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Cany, professeure de lettres et de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles à Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi écrivaine. Votre première œuvre de fiction, L'ère des indociles, a paru en 2020 aux éditions L'Inventaire. Et c'est vous, Isabelle Cany, qui avez inspiré ce 4e épisode de notre série Harry Potter, en tout cas son angle de départ, car vous avez publié en 2007 chez Fayard Harry Potter ou l'anti-Peter Pan. Pour en finir, ajoutiez-vous en sous-titre, avec la magie de l'enfance. Vous proposez en effet de penser Harry Potter à partir du personnage inventé par James Barrie un siècle plus tôt, en 1904, dans une pièce de théâtre à Londres intitulée Peter Pan. Peter Pan aurait ouvert le XXe siècle, dites-vous, en matière d'imaginaire supposément pour les enfants, tandis que Harry Potter, profondément différent, l'aurait fermé. Eh bien, vous nous expliquerez tout cela dans cette émission. Sont aussi avec nous, quoiqu'à distance, en duplex depuis Bruxelles, 2 pédopsychiatres belges, très versés dans la théorie psychanalytique. Bonjour tous les deux, Marie-Paul Durieux et Jean-Paul Matteau. Bonjour, vous êtes bien là avec nous. Bonjour. On est là. Vous avez écrit ensemble un remarquable article, Variations psychanalytiques sur les aventures de Harry Potter, paru en 2012 dans la revue belge de psychanalyse. C'est un texte très riche et donc avec Isabelle Cany, vous allez nous permettre d'explorer en profondeur la personnalité du personnage Harry Potter et en particulier son évolution tout au long de la saga. Car au contraire de Peter Pan, Harry Potter n'est nullement dans la fixité, dans le désir de s'enfermer dans l'enfance, quitte à traverser des moments parfois très difficiles, voire véritablement dépressifs. Je suis si heureuse que tu sois revenue ce soir. J'aurais pu ne jamais te rencontrer. Pourquoi? Parce que je dois commencer à grandir demain. À grandir? C'est ma dernière nuit dans la chambre d'enfant. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus d'histoire? Non, non, je ne veux pas. Suis-moi. Mais où est-ce qu'on va? Au pays imaginaire. Au pays imaginaire? Le pays où on ne grandit jamais. Oh, Peter, ce serait vraiment merveilleux. Oh, mais attends. Maman ne sera peut-être pas d'accord. Maman? C'est quoi une maman? Je vais t'expliquer. Une maman, c'est quelqu'un qui nous aime et qui s'occupe de nous et nous raconte des histoires. Bien! Tu vas devenir notre maman. Viens. Non, attends une minute. Voyons voir, je dois faire mes bagages et laisser un mot pour dire quand je vais revenir. Je ne peux pas rester trop longtemps. Et puis, il faut que... Oh, le pays imaginaire. Oh, je suis tellement contente que j'ai très envie de t'embrasser. C'était Peter Pan, un extrait du dessin animé des studios Disney réalisé par Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske, sorti en 1953. Grandir, devenir adulte, quelle horreur! C'est ce que nous dit en substance Peter Pan et c'est ce que son personnage semble incarner, un refus de passer à l'âge adulte. C'est bien cela, Isabelle Cany ? Oui, c'est cela, et c'est, à mon avis, ce qui va dominer la littérature de jeunesse à partir du moment où Barrie va justement inventer ce personnage. Il y a toujours eu en littérature de jeunesse donc 2 éléments en quelque sorte. Il y a un élément bien sûr être l'éducateur de l'enfant, c'est pour ça que l'adulte écrit pour l'enfant. Et puis il y a un élément nostalgique qui le pousse à retourner vers l'enfance. Et Barrie est le premier à écrire pour les enfants sans aucune volonté d'être leur éducateur. Pour lui, c'est vraiment la nostalgie qui l'emporte, et au point qu'il va justement faire un héros qui va affirmer clairement qu'il ne veut pas être un homme, qu'il veut rester toujours un petit garçon et s'amuser. Et je pense que ça, c'est cette nostalgie, jusque-là, elle était cachée, elle était sous-jacente. Et à partir du moment où Barrie l'a fait s'exprimer, on se rend compte à quel point c'est elle qui domine. Et c'est pour ça que Peter Pan, à mon avis, c'est le dernier véritable grand mythe. Et c'est le mythe qui continue à dominer XXe siècle et XXIe siècle. À cet égard, J.K. Rowling a installé une rupture très importante avec un personnage Harry Potter qui, lui, évolue et précisément devient de plus en plus adulte et abandonne peu à peu l'enfance au fur et à mesure de la saga.
Oui, mais ce que je pense surtout, c'est que si on se contente de dire ça, justement, sans prendre en compte l'importance du mythe de Peter Pan, on ne voit pas à quel point c'est radicalement nouveau et radicalement révolutionnaire à l'époque où elle l'écrit. C'est-à-dire que les enfants, bien entendu, tout le monde sait qu'ils grandissent, et pourtant, on dirait qu'en littérature de jeunesse, ils ont cessé de grandir. Et c'est quelque chose qui est vraiment net à partir du tournant de Peter Pan. Le petit prince ne deviendra jamais adulte, et donc au contraire, il va choisir de mourir pour rejoindre sa rose. Les petites Delphine et Marinette des Contes du Chat Perché, elles deviennent jamais adultes non plus. Donc on est dans un monde les enfants des Chroniques de Narnia, ils vont tous mourir dans un accident de train à la fin. Oui. On est dans un monde où les enfants ne deviennent plus adultes dans les grandes œuvres. Et ça exprime bien le fait que de toute façon, ce qui séduit, ce qui fascine, c'est l'enfance désormais. Alors, pour revenir à notre Harry Potter de J.K. Rowling, qui donc installe une rupture, je sais que vous faites beaucoup de cas, parce que je l'ai lu, à la scène finale du film, car il y a une différence là avec le roman. Le film, un des derniers films Harry Potter, montre qu'à la toute fin, quand il a vaincu Voldemort, Harry Potter casse la baguette de sureau de Dumbledore qui normalement lui revient, comme s'il voulait en finir avec la magie. Dans le roman, c'est un peu plus compliqué. Il utilise cette baguette pour réparer la sienne et puis il l'enterre avec Dumbledore. Je vous propose d'écouter cette fin donc du film. Pourquoi elle lui a pas obéi, la baguette de sureau? Quelqu'un d'autre en était le maître. En tuant Rogue, il pensait que la baguette lui appartiendrait, seulement voilà. Elle n'appartenait pas à Rogue. C'est Drago qui a désarmé Dumbledore dans la tour d'astronomie. À partir de là, il en est devenu le maître. Jusqu'à cette nuit où j'ai désarmé Drago, dans le manoir des Malfoy. Alors ça veut dire qu'elle est à moi. Qu'est-ce que nous allons en faire? Ah, nous? C'est quand même la baguette de Sureau, la plus puissante baguette au monde. Avec ça, on serait invincible. C'était un extrait du 8e film de la saga Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, réalisé en 2011 par David Yates. Donc Isabelle Cany, vous trouvez que c'est une belle trouvaille là, du scénariste du film ? Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. C'est une belle trouvaille et qui va bien dans le sens de ce qu'exprime l'ensemble de la saga, c'est-à-dire que finalement, il s'agit moins de magie que de renoncement à la magie. Même si ce renoncement à la magie, il faut l'amener de manière extrêmement progressive. Alors, on va voir bien sûr le cheminement d'Harry Potter pour en arriver là. En tout cas, l'interprétation que vous en avez, ne vous inquiétez pas, on va entrer dans le détail. Et puis là-dessus, vous allez avoir un dialogue avec Marie-Paul Durieux et Jean-Paul Matteau à Bruxelles. Mais avant, je voudrais préciser que Peter Pan est aussi un personnage important, intéressant, parce qu'il a donné lieu de la part d'un psychologue, dans les années 1980, Dan Kiley, à l'idée d'un syndrome, un ensemble de symptômes de refus des responsabilités du monde adulte qu'on peut parfois observer chez certains jeunes hommes adultes. Dan Kiley a parlé d'un syndrome de Peter Pan. Je vous propose d'écouter le commentaire de son travail, et donc de ce syndrome, par la psychanalyste Frédéric Gruyère, auteur de Ce paradis trop violent en 1984, qui revient donc sur l'œuvre de Dan Kiley et le syndrome de Peter Pan. On l'écoute. Il y a quelque chose de spécifiquement américain dans le fait qui nous explique que c'est un syndrome, un ensemble de symptômes qui est celui de la deuxième génération de la permissivité. Et je pense qu'en France, ça a moins bien passé, ce discours permissif dans l'éducation des enfants. À tort ou à raison, parce qu'il peut aussi y avoir des éducations très rigides. Donc c'est quand même un peu spécifiquement américain. Bon, ça on dénonce ça tout le temps, mais rien n'y fait. On donne de l'argent aux enfants au lieu de leur donner du temps. Et là, c'était particulièrement vrai à cette génération aux États-Unis. Je crois que ça marche quand même pas si bien que ça. Je crois qu'il faut distinguer deux sortes. Peut-être on pourrait dire l'homme enfantin et l'homme infantile. Oui. Parce que Peter Pan, c'est l'enfant perdu. C'est l'homme-enfant perdu qui a rejoint la légion des enfants perdus
C'est-à-dire quand il a 18 ans, une bande de copains qui savent pas très bien où ils en sont, qui sont à la dérive, soit parce qu'ils sont drogués. Il en parle beaucoup, c'est un phénomène important aussi aux États-Unis. Soit quand ils sont plus grands parce qu'ils sont toujours avec les copains et qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup, ni à leur femme, ni à ce qui se passe à la maison. Enfin, en tant que père de famille et mari. Marie-Paul Durieux et Jean-Paul Matteau, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, donc psychiatre. Je voudrais juste savoir si, malgré peut-être le caractère très large de ce syndrome de Peter Pan, j'ai lu des choses là-dessus qui disent que c'est tellement large que parfois il y a un risque d'y ranger des choses très variées au risque de perdre un peu la précision conceptuelle. Est-ce que malgré tout, ce syndrome de Peter Pan est encore utilisé dans la clinique et dans la conceptualisation des symptômes cliniques ? Je vous écoute. Oui, écoutez, moi je ne l'ai jamais employé, je ne l'emploie jamais. Et à vrai dire, je n'entends jamais personne non plus autour de moi qui parle de ça. Donc voilà. Donc c'est pas votre truc, d'accord, j'ai compris, c'est pas grave. Je voudrais savoir ce que Marie-Paul Matteau, Marie-Paul Durieux, j'ai très peur de mélanger vos noms. Il y a le Paul dans les deux prénoms. Marie-Paul Durieux, est-ce que vous connaissez davantage d'analystes ou de psychiatres qui utilisent encore cette idée d'un syndrome de Peter Pan comme un refus des responsabilités du monde adulte? En Belgique, en tout cas, on n'utilise pas vraiment ce terme de syndrome de Peter Pan. On sait ce que c'est. C'est effectivement l'angoisse face au fait de devenir adulte. Alors c'est sûrement une réalité clinique, mais on n'utilise pas ce terme. C'est-à-dire que les adolescents sont angoissés de devenir adultes, peut-être pas seulement par rapport aux responsabilités, mais aussi par rapport à tout ce qu'ils doivent affronter à l'âge adulte, par rapport à la rivalité avec leurs parents. Oui. Le fait de devenir adulte soi-même, d'avoir des enfants soi-même, etc., c'est reléguer les parents dans une génération suivante. Donc il y a beaucoup d'angoisses qui peuvent être liées au fait de devenir adulte. Et ça c'est évidemment très individuel en fonction de l'histoire. Je présume que vous préférez disséquer dans vos thérapies ce qui se passe exactement, plutôt que de rester dans un syndrome comme ça un peu général, dit Peter Pan. Alors ce qui est vrai, c'est que Harry Potter est profondément différent de Peter Pan. Alors dans le cas de Peter Pan, il y a une figure un peu maternelle, un peu comme ce que disait Frédéric Gruyère, les hommes qui souffriraient de ce syndrome sont souvent entourés à la fois de femmes maternantes et puis d'autres sortes de femmes, elles très infantiles, ludiques, et ça ressemble un peu à d'un côté Wendy et de l'autre côté la fée Clochette, jalouse, etc. Dans le cas d'Harry Potter, il y a une jeune fille, d'abord une enfant, une adolescente, puis une jeune fille qui est donc Hermione autour de lui. On a dit dans le premier épisode qu'elle avait parfois un comportement un peu maternel. En tout cas, elle jouait ce rôle pour Harry dans certains moments de son évolution. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec Wendy qui se prend franchement pour la maman de tous ses enfants dans l'histoire Peter Pan, n'est-ce pas, Isabelle Cany? Vous croyez? Parce que moi, vous pensez? Ah oui, moi je trouve que Wendy et Hermione se ressemblent. Non seulement elles se ressemblent, mais ce qui les sépare, c'est une différence tout simplement d'évolution de la femme. C'est-à-dire que chacune est l'image de la fillette accomplie qui va devenir une femme accomplie dans sa société. Donc Wendy, effectivement, elle joue les petites mamans, elle coud. D'ailleurs, Hermione, elle n'hésite pas à coudre pour les elfes de maison, elle va coudre. Ouais, mais elle bosse. Qu'est-ce qu'elle travaille en bibliothèque. Voilà. Et donc justement, de même que elle fait autre chose que du boulot qui est un boulot très très lourd, de coudre et de travailler pour ses amis ou ses enfants. Mais là, en l'occurrence, elle est la plus brillante sur le plan scolaire. Enfin, il y a d'autres enjeux pour Hermione. Et tout à fait. C'est ce qui montre justement l'évolution de l'image de la femme. Comment les femmes sont vraiment devenues des superwomen et qu'il faut qu'elles réussissent dans tous les domaines. Mais elles gardent toujours ce côté de la fillette, donc de la fillette plus mûre et de la fillette qui justement va jouer le rôle de passeuse entre deux mondes, de passeuse entre le monde magique, donc qui est le monde des enfants, que ce soit le monde sorcier Poudlard ou de Neverland, ce qu'on appelle à tort le pays imaginaire dans Peter Pan. Neverland, le nom est très intéressant, le pays de jamais, ne jamais être adulte. Oui. Et puis le monde réel. Et ça, c'est vraiment un rôle qui est gardé. Mais si je peux revenir juste un tout petit peu sur Dan Kiley, donc moi qui suis une littéraire et pas du tout une psychologue, ce qui m'a intéressé, qui je pense intéresserait beaucoup Marie-Paul Durieux et Jean-Paul Matteau, c'est ça,
Oui, c'est ça. Oui, c'est le rapport qui fait entre les deux personnages, c'est-à-dire le rapport qui fait entre le capitaine Crochet et Peter Pan, en montrant que c'est deux fois le même, parce que ça rejoint vraiment leur interprétation sur Harry Potter et Voldemort, je trouve. Alors on va y venir. C'est vrai que pour ce qui est d'Harry Potter et Voldemort, il y a quelque chose comme un double que vous évoquerez. Mais je voudrais finir. Vous trouvez, vous, que Hermione est vraiment maternante? Par moments, elle incarne une figure maternelle pour Harry, mais elle est aussi en rivalité avec tous ces garçons. Eh ben moi, c'est peut-être Wendy que je trouve pas si maternante que ça. Si d'accord, mais là, je posais la question à Marie-Paul Durieux et Jean-Paul Matteau, qui connaissent très très bien l'œuvre Harry Potter. Qu'est-ce que vous pensez d'Hermione? Alors Hermione, oui, on peut dire c'est une jeune fille, une jeune femme moderne. Je ne trouve pas elle a un côté protecteur par rapport à Harry et Ron, ses amis, mais qui reste à un niveau très amical pour moi, pas tellement maternant. Et c'est une jeune fille intelligente, performante, en rivalité avec les garçons pour montrer qu'elle vaut autant qu'eux. Oui. Non, c'est vraiment une amie, et je trouve que les figures maternelles sont présentes bien sûr dans la saga de Rowling, mais les figures paternelles sont beaucoup plus à l'avant-plan à travers la figure de Dumbledore. Oui. Je trouve. Entendu. Alors, je vous propose maintenant qu'on aille explorer vraiment profondément ce qui arrive à Harry dans cette histoire, pourquoi il évolue et pourquoi, en effet, il laisse derrière lui un certain enfant qu'il était. On est sentimental. C'est privé. Pas pour moi, ni pour le Seigneur des Ténèbres, si vous ne faites pas de progrès. Chaque souvenir auquel il a accès est une arme qu'il utilise contre vous. Vous ne tiendrez pas 2 secondes s'il pénètre votre esprit. Vous êtes comme votre père. Fainéant, arrogant. Je vous interdis de dire du mal de mon père. Faible. Je ne suis pas faible. Alors prouvez-le. Contrôlez vos émotions. Disciplinez votre esprit. Légilimas. Sirius. Ça me donne envie de vomir. Ça suffit. C'est ce que vous appelez contrôler. On fait ça depuis des heures, je veux me reposer. Le Seigneur des Ténèbres ne se repose pas. Vous et Black, vous êtes pareils. Des enfants qui ne cessent de geindre et de se plaindre que la vie a été injuste avec eux. Cela vous a peut-être échappé, mais la vie est injuste. Votre père adoré le savait. En fait, il veillait souvent à ce qu'elle le soit. Mon père était un homme bien. Votre père était un salaud. Rodrigo. Alors, c'était un extrait du 5e film de la saga Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dans lequel vous entendez Severus Rogue, ce professeur qui est très hostile à Harry, et on apprend progressivement pourquoi, puisqu'il était très amoureux de la mère de Harry, et c'est pas avec lui qu'elle a fait cet enfant. Il détestait James Potter, le père, et il essaye quand même d'enseigner sur les ordres de Dumbledore à Harry à fermer mieux son esprit, puisque Voldemort ne cesse de l'embêter, d'entrer en lui, de l'angoisser, et donc il y a des techniques magiques pour fermer son esprit. Mais comme vous voyez, c'est très tendu entre eux, et Rogue notamment explique, fait sentir à Harry qu'il l'agace beaucoup, qu'il ressemble à son père, ce qui est une façon de lui dire que ce père n'était pas du tout aussi parfait que ce que Harry en imaginait. Et là, on sent qu'Harry refuse, pourtant on est déjà au 5e film, il est mal à l'aise, néanmoins, Jean-Paul Matteau, vous expliquez bien avec Marie-Paul Durieux dans votre article que peu à peu, oui, Harry Potter va mettre à distance la figure du père. Oui, enfin, d'une manière plus générale, je dirais qu'il procède à une déidéalisation progressive du monde des adultes, mais ça passe beaucoup par la figure de Dumbledore, du directeur de l'école de Poudlard. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que c'est au fond une déidéalisation paternelle, certes, mais plus indirecte, moins frontale,
Et ça s'explique certainement par le fait que le père est mort. Donc s'attaquer à des morts, c'est très très compliqué. On voit ça également en clinique. C'est presque une transgression, je dirais, invivable, insupportable. Donc ça passe par la figure de Dumbledore, surtout. Alors Isabelle Cany, vous par contre, vous faites de ce point quelque chose d'essentiel. Vous considérez que la saga, c'est vraiment un apprentissage pour Harry du caractère imparfait des adultes, notamment de ceux qu'il a idéalisés, et que c'est la clé du cheminement initiatique de Harry Potter. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que Harry Potter va ce que j'ai appelé dans mon livre soulever les voiles du passé, puisqu'il y a c'est la promesse tout à fait fallacieuse de Sybil Trelawney, c'est d'apprendre à ses élèves à soulever les voiles du futur, ce qui ne peut pas être soulevé, mais ce que va véritablement faire Harry, grâce justement à ce monde magique dans lequel les morts ne sont pas si morts que ça, puisqu'on a plein de moyens de les retrouver en partie vivants, justement, c'est soulever les voiles du passé et apprendre à connaître ses parents. Et de ce côté-là, je veux dire, partir sur un orphelin, ça paraît d'abord être le trait complètement habituel et banal de la littérature de jeunesse, où il faut que le héros soit orphelin pour qu'on soit pas encombré par ses parents et qu'on puisse se concentrer sur l'aventure. Mais Rowling en fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'elle donne une profondeur psychologique au deuil, et en même temps, elle fait vivre des relations entre Harry, en particulier ce père qui est à la fois absent et présent, et qui est présent comme un père copain, c'est-à-dire qui est présent comme un père adolescent, un petit peu. Moi, je trouve que par moments, pour moi, ça parle pas seulement du deuil, ça parle presque autant d'un fils de divorcé qui voit son père qu'un week-end sur deux, la moitié des vacances, et qui vit avec son absence le reste du temps, et le père qui cherche une complicité avec le fils. Surtout que le père est présent aussi à travers les figures de ses amis proches, qui vont jouer un grand rôle dans l'éducation d'Harry. Alors la désidéalisation du père sera maximale dans Harry Potter. À la fin, lorsque, en saisissant une larme de Rogue mise dans la fameuse pancine qui permet de lire les pensées de quelqu'un, ils vont accéder, lui et ses amis, au souvenir de Rogue. Et là, ils vont voir une scène de leur jeunesse, à son père James et à Rogue. Rogue est assez maltraité par James Potter, et James Potter ne ressemble pas vraiment à ce que Harry avait imaginé de lui. Il ressemble plutôt à ses méchants camarades du type Drago avec ses acolytes. Tout à fait. Ça c'est au tome 5, et ça pour moi c'est un passage qui est absolument essentiel. Je veux dire, le père tombe de son piédestal, et c'est à ce moment-là, même si ça c'est pas dit explicitement, je pense que c'est à ce moment-là que Harry va pouvoir enfin découvrir sa mère, parce que jusque-là le père prenait toute la place. Le père Rogue, quant à lui, est un exemple d'un processus inverse mais complémentaire. C'est que des personnages négatifs, des mauvais objets, pour dire-t-on, en employant un petit peu un vocabulaire de psychanalyse, deviennent réhabilités en quelque sorte au fur et à mesure de la série. Rogue est finalement un être beaucoup plus positif à la fin. C'est lui qui, par son amour pour Lily Potter, avait demandé à Voldemort d'épargner Lily, ce qui a marché 2-3 fois. Et puis à la fin, Lily s'est interposée entre Voldemort et le petit bébé Harry, et c'est comme ça que Voldemort l'a tué. Mais quand même, Rogue a eu un passé protecteur de Harry, et Harry l'apprend au fur et à mesure de la série. Oui. Donc Harry découvre la vérité sur Rogue, et cette vérité sur Rogue remet en cause tous ces préjugés qui venaient de leur haine réciproque contre lui. Donc je pense qu'effectivement, pour moi, c'est le cheminement même de la maturation. C'est-à-dire être mûr, c'est dépasser les idées fausses et les idées simplistes qu'on se fait sur les gens, et découvrir qu'ils sont plus complexes. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons ce matin de Harry Potter, c'est notre série de la semaine. Nous sommes dans le 4e épisode en évoquant la figure de Harry Potter comme l'anti-Peter Pan, notamment du fait qu'il souhaite évoluer. En tout cas, c'est pas une question de souhait, c'est une question de fait. Il évolue, il bouge, il sort de l'enfance, en tout cas d'une enfance dans laquelle il y avait des souffrances, alors que Peter Pan est un personnage de fixité qui ne veut surtout pas grandir. Alors, à vous maintenant, Jean-Paul Matteau et Marie-Paul Durieux, déployez pour nous votre riche analyse. Il me semble que pour vous, ce qui se passe dans la tête d'Harry Potter est beaucoup plus grave que ce que nous venons d'évoquer jusqu'ici. Il y a, dites-vous, un vrai noyau mélancolique chez Harry Potter. Expliquez-nous. Mais
Si vous me permettez, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur une série de choses qui ont été Bien dites sûr. jusque-là. La première chose, c'est cette idée du renoncement à la magie qui serait sous-jacente dans l'ensemble de la saga. Or, j'ai l'impression que on peut le voir, bien sûr, en partie comme ça, sauf que la magie, je pense que on rassemble sous un même terme des choses qui sont de nature relativement différente. Parce que, il me semble qu'on pourrait dire, grosso modo, en caricaturant les choses, qu'il y a quelque chose de transformatif et d'utile dans la magie qui est la capacité au fond de l'enchantement du monde. Oui. Et je pense que pour les adolescents, et ce qui fait sans doute le grand succès de cette saga chez les grands enfants et les jeunes adolescents, c'est cette idée que le monde peut être enchanté. Et ça, je crois que c'est vraiment très très précieux. Et puis alors il y a l'autre versant qui est le versant de la destructivité. Et cette destructivité, c'est effectivement l'idée qu'il y aurait une sorte de pureté, mais aussi cette dimension de la magie qui est un raccourci au fond, quelque chose qui fait qu'il y a un court-circuit du travail de transformation et d'élaboration. Et là, je rejoins effectivement notre autrice qui soulignait cet aspect-là. Donc c'est plus cette dimension au fond de la double polarité et qui elle alors va effectivement évoluer beaucoup tout au long de la saga. Et donc ce caractère imparfait, je pense que il est très très important, mais il est important parce qu'aussi dans le cours de la saga, Harry Potter non seulement désidéalise le monde des adultes, mais également il est confronté à sa propre imperfection. Et c'est là que la figure d'Hermione peut-être est intéressante parce que, comme la mère de Harry, elle a un sang impur, c'est-à-dire que elle est en partie moldue, elle n'est pas entièrement sorcière. Et cette question-là est probablement la dynamique, à mon avis, assez centrale quand même, qui est que, au fond, ce qui tuerait le monde, ce qui pourrait tuer le monde, c'est quand même en partie déjà cette question de l'idéalisation de quelque chose de pur. Et c'est en ce sens-là aussi qu'on disait, Marie-Paul et moi, que dans notre article, que il y a dans cette saga quelque chose quand même d'un travail de mémoire par rapport à la destructivité du monde et du monde adulte, évidemment. Alors, on va développer cette idée de destructivité qui est centrale dans votre article. Mais juste revenir, puisque vous avez évoqué la magie, il est vrai que Isabelle Cany, dans son analyse, considère que on sort de la magie est reléguée finalement à la fin de la série au monde de l'enfance. Et je crois même qu'elle dit qu'elle est assez déçue qu'à la fin, on voit Harry Potter avec son garçon, plusieurs années après, l'emmener à King's Cross à la gare pour aller prendre son train vers Poudlard, parce qu'elle dit mais tiens, on n'est pas sorti de la magie. J'ai l'impression que vous vous dites autre chose. C'est que la magie, il n'y a pas de raison que les enfants en sortent. Elle leur permet de faire plein de choses, notamment de guérir, par exemple, de vrais troubles traumatiques. Donc, après tout, vous ne pensez pas que la leçon soit le renoncement à la magie dans Harry Potter ? Non, il y a Freud dans son échange avec Ferenczi, qui est un autre grand psychanalyste, qui était son élève et en même temps un peu son rival. Freud écrit à Ferenczi: l'homme ne renonce jamais à rien, il fait du troc. Et ça, je pense que c'est essentiel, parce que la psychanalyse trop longtemps, je pense, et encore aujourd'hui en partie, assène l'idée qu'il faudrait toujours faire le deuil de tout. Et ça, je pense que c'est une idée délétère pour les adolescents, que ça c'est quelque chose d'intolérable et à juste titre, parce que ça n'est pas juste. C'est pas comme ça que les choses se passent. Je pense que les choses se passent par des transformations qui ménagent justement une partie magique du monde dans le sens de l'enchantement, le préserve, mais par contre, effectivement, essaye, tant que faire se peut, de transformer la potentielle destructivité d'une omnipotence qui serait l'idée d'une perfection et l'idée alors qui implique nécessairement le rejet de l'autre sur lequel on projette toutes ses propres insuffisances. Donc la magie, le fait que dans le roman, Harry ne casse pas du tout la baguette de Suro, et le fait qu'il emmène son enfant à son tour vivre des choses magiques, des aventures quelques années plus tard, vous trouvez ça finalement assez joli, peut-être plus profond que l'idée du film d'en finir avec la magie, d'en finir avec la baguette magique ?
J'aime l'idée de l'enterrement de la baguette plutôt que de la casser. Voilà. Dans le roman, elle est enterrée auprès de Dumbledore et quand même Harry, grâce à elle, a réparé sa propre baguette. Tout à fait. Mais par contre, je rejoins tout à fait Madame Cany dans cette déception énorme de cette fin tellement plate, comme si, et je trouve un peu grave dans le sens où c'est comme si au fond on revenait à l'état antérieur, alors qu'on sait très bien que dans l'histoire jamais on ne revient à l'état antérieur, et qu'en plus c'est comme si aucune leçon véritablement n'avait été tirée de tout ce qui s'est passé, de toute cette transformation, et comme si on recommençait tranquillement et peut-être un petit peu mieux quelque chose qui au fond était porteur d'une réflexion très très profonde sur la question de ce que devient le monde et de la manière dont on doit transformer nos modes de vie et nos manières de penser. C'est bizarre quand même ce que vous dites, enfin je me permets, au sens où il y a un papa avec son fils quelques années après, c'est la même chose, mais en fait c'est toujours différent, un papa et son fils, on sait pas du tout ce qui se passe entre eux, ça a probablement rien à voir avec l'enfance de Harry Potter lui-même. Et vous le savez mieux que personne, vous qui traitez des enfants, il n'y a pas deux enfants tout à fait pareils. Et en même temps qu'il puisse à son tour, le fils de Harry Potter, utiliser pour élaborer et pour grandir la magie de Poudlard, pourquoi pas ? Si je peux me permettre, c'est pas ça quand même que j'ai critiqué, si vous voulez, dans la fin. C'est pas le fait qu'il y ait une nouvelle génération qui parte à Poudlard. Ça c'est tout à fait. C'est le fait que, exactement, je rejoins ce qui vient d'être dit complètement. Donc, c'est le fait que rien n'a changé dans le monde des sorciers, le monde des Moldus. On aurait pu espérer que les deux mondes seraient plus interpénétrés. Enfin, véritablement que cette lutte de Harry contre Voldemort changerait la société sorcière qui avait bien besoin d'être changée. Oui, c'est intéressant. En fait, vous allez me dire ce que vous en pensez sur ce point, Marie-Paul Durieux, vous aussi. Mais là, je sens une déception, alors que cette fin, moi, j'ai l'impression que c'est juste une ouverture et un clin d'œil sur le caractère quand même un petit peu universel des choses qui se sont passées concernant Harry Potter. Mais vous êtes tous un peu déçus. Vous aussi, Marie-Paul Durieux, vous êtes déçue par cet épilogue? Oui, je suis un peu déçue par cet épilogue aussi. Je rejoins la déception dans le sens où... il y a quelque chose comme rentrer dans le rang. Alors on sait que ça se passe à l'âge adulte et voilà, forcément il y a une sagesse qui arrive. Mais j'ai l'impression qu'il y a une pure répétition et que tout ce qui s'est passé, on n'en sait rien évidemment, mais n'amène pas de changement, qu'il y a pas de changement, qu'il y a plus vraiment de magie, même si les enfants vont à Poudlard, on a l'impression d'une famille très conforme, presque une famille moldue, très conforme. C'est vrai, oui. Bon, voilà, ça donne un peu cette impression. Vous êtes donc d'accord sur ce point. On va aller un peu plus loin. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Aller un peu plus loin, ça signifie essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans la tête de Harry, puisque nous allons entendre tout de suite une scène dans le 8e film, qui correspond tout à fait à ce qui se passe dans le roman, où Dumbledore est mort, mais son fantôme revient. Harry vient d'avoir son combat final avec Voldemort. Il a gagné alors même qu'il s'était plus ou moins sacrifié. Ce qui meurt à côté de lui, c'est la partie de Voldemort qui était insérée en lui, puisqu'il a été ce qu'on appelle dans la saga un Horcrux de l'âme de Voldemort. Cette partie est mourante, c'est fini, il est libéré et il dit beaucoup de choses à Dumbledore, au fantôme probablement intérieur de Dumbledore. C'est peut-être l'aboutissement de tout ce qui s'est passé. J'aimerais qu'on écoute cette scène et j'aimerais entendre vos commentaires. Tu ne peux pas l'aider, Harry. Tu es un garçon merveilleux. Un homme courageux, très courageux. Marchons un peu. Professeur, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qu'on ne peut aider ni toi ni moi. Une part de Voldemort envoyée ici pour mourir. Et où sommes-nous exactement? J'allais te le demander. Où sommes-nous d'après toi? On dirait la gare de King's Cross. Mais en plus propre. Et sans tous les trains. King's Cross, c'est ce que tu crois? Après tout, c'est à toi de voir.
Tu dois être conscient maintenant que toi et Voldemort avez été liés par autre chose que le destin. Puis cette nuit à Godric's Hollow, il y a des années de cela. Alors c'est vrai, monsieur? Une part de lui vit en moi, c'est ça? Vivait. Elle a été détruite il y a juste quelques instants par nul autre que Voldemort lui-même. Toi, tu étais le Horcrux qu'il n'avait pas eu l'intention de créer. Marie-Paul Durieux et Jean-Paul Mattaux, qu'est-ce que c'est cette part de mal, cette part de Voldemort qui était en Harry et qui est maintenant morte, dont il s'est débarrassé? Qu'est-ce que c'est? Alors, oui, je trouve que cet extrait fait bien le lien avec l'autre extrait que vous avez passé, qui est le dialogue entre Severus Rogue et Harry quand il essaie d'apprendre à Harry à se protéger contre cette part. Parce qu'en fait, il y a plusieurs interprétations possibles ou plusieurs angles de décodage possibles. Pour nous, je pense quand même que c'est cette part qui est tout à fait encryptée en Harry, c'est la propre destructivité d'Harry, oui, aussi, qui est tout en tout un chacun. Chacun a sa part d'agressivité, de destructivité, avec laquelle Harry s'était coupé quelque part. C'est ce qu'on appelle le clivage en termes psy, et que tout le trajet d'Harry, bien sûr, c'est tout ce trajet, tout ce processus adolescentaire, et une des choses très importantes, bien sûr, c'est aussi rechercher son histoire personnelle, essayer de la comprendre, mais c'est aussi lutter contre sa destructivité interne, lutter, mais aussi l'apprivoiser petit à petit pour pouvoir s'en débarrasser, comme ça se passe dans ce duel qui est le deuxième duel en fait, oui, avec Voldemort, où Voldemort détruit cette part incrustée en Harry. Mais Harry prend progressivement conscience qu'au fond, ça ne sert à rien de se protéger d'une intrusion extérieure, comme Rogue essaie de lui apprendre, oui, puisque ça fait partie de lui, c'est à l'intérieur de lui qu'est cette voie destructrice. Est-ce que vous diriez que parce que vous citez beaucoup Mélanie Klein et ses thèses dans votre travail, ses concepts, vous diriez que Harry arrive progressivement à avoir un rapport apaisé à sa mère, un lien maternel en quelque sorte sain, alors que comme le souvenir de sa mère était traumatique, et en particulier les détraqueurs qui l'assaillaient, vraiment une persécution, lui donnaient comme seul souvenir une souffrance atroce en pensant à la mort de sa mère, c'était un lien maternel qui était caractérisé par ce que Mélanie Klein appelait, mais je ne fais que vous citer, une envie de détruire aussi cet objet maternel persécuteur, c'est-à-dire la position schizo-paranoïde de Mélanie Klein. C'est ce que vous dites, j'aimerais que vous l'expliquiez et j'aimerais surtout que vous expliquiez comment on peut en sortir et établir un lien plus sain avec la mère. Oui. En fait, dans l'esprit de Mélanie Klein, il y a deux positions, effectivement, qui sont presque deux espaces de fonctionnement psychique, la position dépressive et la position schizoparanoïde. Et la destructivité est angoissante pour chaque sujet, et toute l'agressivité qu'on peut éprouver par rapport aux personnes qu'on aime est extrêmement angoissante. Et ce qui se passe pour Harry bébé, c'est redoublé du fait que ses parents sont morts et sa mère s'est sacrifiée pour lui sauver la vie quelque part. Et donc, il a tendance à mettre de côté, à se couper de tout ce mouvement émotionnel plus ambivalent par rapport à un objet maternel, par rapport à un objet paternel, et à le projeter à l'extérieur. Et que tout le trajet de l'adolescence, mais ça c'est vrai pour chacun, pour tout un chacun, oui, c'est de réapprivoiser de prendre la mesure de sa propre destructivité, de sa propre agressivité, et prendre la mesure de ce que ça fait à l'autre. Et donc il y a une élaboration. Pardon, je termine pardon, juste. Je vous en prie, et donc juste là, de pouvoir se rendre compte du mal qu'on fait à l'autre, c'est aussi
comment dire, développer une sollicitude pour l'autre. Et c'est ça qui est le point principal des théories de Mélanie Klein, c'est que l'accession, quand on se trouve en position dépressive, on a conscience de sa propre violence, du mal que ça peut faire à l'autre, ou qu'on a fait à l'autre, et l'envie de réparer ça. Et donc le paradoxe, c'est que la position dépressive, c'était ça que je voulais tout de suite vous demander, vous venez d'employer le mot, est une position beaucoup plus saine pour Mélanie Klein, malgré le mot, que la position primaire, clivée, qu'elle appelle schizo-paranoïde. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Oui. Et donc quand vous c'est la prise en compte de l'autre. Donc sa dépression, parce qu'il y a quand même des moments très durs, est en fait une voie vers la guérison, ou en tout cas vers un mieux-être pour Harry, parce qu'il est très déprimé, en particulier à partir du volume 3, il y a des moments terribles. Il est très déprimé, oui, tout à fait, c'est un passage obligé, mais Harry a un passé traumatique quand même. Puisqu'il a perdu ses parents dans des circonstances terribles, une mère qui s'est sacrifiée pour lui. Donc il y a quelque chose de traumatique et il est à la recherche de ce passé, de la compréhension de ce passé, et il éprouve une culpabilité très très importante par rapport à ça. Et le risque est qu'il ne lui arrive pas, parce qu'il est dépressif, mais ça, je veux dire, la dépressivité fait partie de la vie aussi. Mais ce qui le guette, c'est la mélancolie. C'est une dépression mélancolique plus pathologique qui est symbolisée effectivement par les détraqueurs. Donc la mélancolie en psychiatrie, c'est beaucoup plus grave. Hein. C'est même une entrée possible dans la psychose, c'est ça, pour la psychiatrie et la psychanalyse? Enfin, la psychiatrie à ce moment-là, en tout cas? Oui, c'est une souffrance épouvantable, comme les détraqueurs l'infligent. La vie n'a plus de sens, il y a plus de joie, plus de plaisir, il y a que la souffrance et la culpabilité. Donc il y a un noyau mélancolique, dites-vous, dans Harry, qu'il parvient à soigner, un noyau potentiellement psychotique, d'entrer dans la psychose. C'est très grave et finalement il s'en sort. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse, Isabelle Cany? Alors moi déjà j'aime beaucoup l'interprétation selon laquelle Harry avait finalement raison de refuser de lutter contre les invasions de Voldemort, et que c'était une intuition lui permettant de prendre conscience de sa propre négativité, et que donc qu'il a raison de pas fermer son esprit. Je crois que effectivement j'y avais pas pensé, et ça me paraît quelque chose de très très juste, parce que ça c'est un point qui va être important dans son histoire. Tout le monde lui dit de fermer son esprit, il ne le fait pas, et finalement il avait raison de pas le faire. Et je crois que ça va bien dans le sens effectivement de ce lien qui a très bien été développé dans l'article de Marie-Paul Durieux et Jean-Paul Matteau. Excusez-moi. Donc sur justement le fait que le rapport entre lui et Voldemort, ça c'est vraiment bien vu. Et je pense qu'effectivement il y a une tentation, enfin il y a un rapport de double entre eux. Que c'est pour ça que d'ailleurs je referai le rapprochement avec Peter Pan. De même que Peter Pan et le capitaine Crochet sont des doubles, et que si le capitaine Crochet veut détruire Peter Pan, c'est parce qu'il se reconnaît en lui et il reconnaît en lui ce qu'il ne peut plus être. Il y a ça entre Voldemort et Harry, ça il y a pas de doute. Ça c'est vrai que de ce côté-là, ça marche comme ça. Mais c'est sur quoi moi j'insisterais, qui est quand même différent, c'est l'aspect, il me semble, bien plus universel de ce combat. C'est-à-dire que, en fait, Voldemort, il va être combattu par... Voldemort, c'est pas tellement qu'il soit le double, pour moi, personnel de Harry en tant que tel, c'est qu'il représente plutôt la tentation de l'infantile qu'on a tous en nous-mêmes. Et ça va avec son évolution, que c'est Horcrux, justement. C'est-à-dire que Voldemort, il va essayer de rester tel qu'il est, donc de prolonger sa vie, et chaque fois, il va scinder son âme en la mettant dans un objet, ce qui prouve déjà d'ailleurs son caractère infantile, c'est-à-dire que il a jamais dépassé le stade du petit garçon qu'il était à l'orphelinat, et qui ne s'attachait qu'à des objets, du fait de son histoire familiale. Et donc, il met une partie de son âme dans un objet, et chaque fois qu'il met une partie de son âme dans un objet, lui régresse en quelque sorte. Et c'est ce qu'on va voir très nettement au fur et à mesure du cycle. Et c'est pour ça que finalement, le combat contre Voldemort
comment dire, Harry dépasse ce stade. Hein. C'est-à-dire que le stade où il est le plus proche de céder à la tentation, c'est vraiment le tome 5 qui est le plus long de tous les tomes, et où il se joue le plus de choses entre Harry et Voldemort. Et puis, donc, à partir du tome 6, Harry est plus mûr que Voldemort, même si c'est Harry Voldemort a fait un chemin l'adulte. que Voldemort n'a pas fait. Voilà, et tous les trois, vous dites la même chose sur ce point, même si vous avez une interprétation parfois différente du chemin. Alors, je reviens vers vous, à la fois, puisque vous avez écrit l'article ensemble, Marie-Paul Durieux et Jean-Paul Matteau, mais enfin, répondez dans l'ordre que vous voulez, puisque vous êtes dans le même studio à Bruxelles, l'un ou l'autre. En tout cas, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi, pour vous, Voldemort est au fond l'actualisation du risque psychotique de Harry? C'est vraiment la réalisation de ce noyau mélancolique que justement Harry parvient à neutraliser et à dépasser. Oui, enfin, si vous voulez, quand on a parlé de la position dépressive, je pense qu'il faut faire la part de manière tout à fait claire par rapport à la dépression, à ce qu'on appelle la dépression clinique. C'est-à-dire que la dépression clinique, elle est un échec relatif et le plus souvent, heureusement, temporaire, justement, de l'élaboration de la position dépressive. Parce que ce qui caractérise la position dépressive, c'est qu'on peut avoir accès à des parties douloureuses de soi et des autres, et du lien à l'autre, mais pour la transformer et au fond arriver à une sorte d'expansion de la personnalité. C'est-à-dire que on ouvre et on étend. Alors que le processus des Horcruxes, avec cette expulsion hors de soi, est quelque chose qui est une aliénation, qui est une perte de parties, certes dangereuses et douloureuses, mais indispensables, sauf qu'ils doivent être transformés, que là, elles ne peuvent pas l'être. Mais donc, il y a une sorte d'amputation de parties de soi, et c'est ce qu'on voit dans les psychoses, effectivement. Donc là, c'est vraiment la dialectique entre arriver, au fond, à digérer la dépression, enfin, la dimension, la tendance dépressive, c'est-à-dire la reconnaissance de la souffrance en tant que telle, pour s'agrandir, on pourrait presque dire, versus s'appauvrir en l'expulsant. Et alors, dans ce que disait Madame Cany, mettre son âme dans un objet, je pense que l'homme, depuis qu'il a développé les techniques, n'arrête pas de mettre son âme dans les objets. La question, elle est peut-être de savoir, est-ce qu'on garde ou non suffisamment le contact avec ce qu'on met dans les objets. Or, les enfants, il y a l'animisme infantile et les objets sont vivants. Les objets ne sont pas radicalement différents des humains ou des animaux. Et ça, c'est une dimension importante de l'enfance avec laquelle on risque de perdre, justement, Et quand on voit l'explosion et surtout l'accélération des technologies, ce qu'on remarque, c'est que très souvent, la plupart des gens utilisent les technologies mais ont perdu un contact profond avec ce qui a été mis dedans, c'est-à-dire comment elles ont été construites, quelles sont leur histoire, comment est-ce qu'elles peuvent être déconstruites, enfin toutes ces choses-là. Et donc je pense que ça nous dit là aussi quelque chose de très important par rapport à un risque de ces évolutions technologiques qu'on connaît et qui serait qu'elles deviennent une sorte de prothèse, mais une prothèse avec laquelle on a perdu tout contact intime et qui, au fond, finalement, alors, revient à des amputations. Je vais vous citer parce que je trouve que cette phrase résume exactement dans votre article votre analyse de ce qui est arrivé à Harry Potter, et c'est quand même une guérison. Vous écrivez « Ce contact de plus en plus intime avec le noyau schizoparanoïde inclus en lui-même », je me permets un commentaire, c'est-à-dire ce que représente Voldemort, apparaît, poursuivez-vous, comme nécessaire à sa guérison et par ce biais au traitement du noyau mélancolique. Donc, si je vous suis bien, Harry avait un vrai risque, comme Voldemort, de cliver son moi, d'avoir une dérive mélancolique, psychotique, et
il a réussi à, au contraire, ouvrir son moi, faire plus de liens entre les choses, ne plus être séduit par le non-organique, parce que c'est quand même ça, hein, Voldemort, les objets, vous l'avez très bien expliqué, d'être dans la vie organique aussi. Et là, je voudrais aussi que vous nous expliquiez l'emprunt que vous faites, même si c'est très rapide, à quelqu'un qui a été marqué par Mélanie Klein et qui a eu son œuvre propre, le psychanalyste anglais Wilfred Bion. Oui. Je voulais juste intervenir un tout petit peu, je vous en préciser prie. Une ou deux choses avant que Jean-Paul réponde, mais je crois qu'il faut vraiment différencier position dépressive, qui est un processus en fait psychique de prise en compte de sa propre agressivité qui est à refaire tout le temps, de sa propre destructivité, avec toute l'angoisse et toute la culpabilité que ça suppose, et une dépression vraiment mélancolique où là, la culpabilité prend toute la place. Oui. Il y a plus de joie de vivre. C'est une dépression profonde avec une souffrance énorme. Oui. Et la psychose paranoïaque, parce que Voldemort, il est plutôt du côté de la psychose paranoïaque. Oui, voilà. Et elle risquait d'arriver aussi à Harry à certains moments, oui. D'après vous. Je pense que Harry était plus guetté par ça, d'accord. Par la dépression mélancolique. D'accord. C'est-à-dire que Harry, la culpabilité chez Harry est très très présente, très marquée, tandis que Voldemort n'éprouve aucune culpabilité, et lui est d'emblée dans ce processus projectif de clivage où il scinde son âme dans la toute-puissance. Il ne tient aucun compte du mal qu'il peut faire aux autres. Ce n'est pas source de culpabilité pour lui. Et très vraisemblablement parce que il n'a pas connu l'amour du tout. Harry a eu des premiers liens avec sa mère solide où il a connu l'amour. Ce qui n'est évidemment pas le cas, sa mère est morte en couche. Je suis désolée, on est presque au bout, donc peut-être juste un mot sur Bion, juste un mot sur la capacité à faire des liens et à éviter ce clivage du moi. Juste un mot peut-être, Jean-Paul Matteau. Oui, Bion est donc dans la lignée, effectivement, comme vous le disiez, de Mélanie Klein, et donc il reprend l'idée de position dépressive et de position schizoparanoïde, mais pour en faire quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire quelque chose de dynamique. Il y a toujours un va-et-vient, un aller-retour entre ces deux positions, et c'est cet aller-retour qui est intéressant. C'est le fait de pouvoir plonger, ressortir, mais pas ressortir justement identique à ce qu'on était avant, transformé, et c'est ce mouvement-là, qui est au centre, au fond de la vie psychique, et qui est l'élément essentiel, et qui là se différencie très très fort de Freud, qui avait une pensée beaucoup plus par stade évolutif, chaque stade, au fond, reprenant des éléments du précédent et les transformant. Mais ce que Bion apporte, c'est cette idée d'un mouvement perpétuel. Et que je pense que la vie psychique, c'est ça. C'est le maintien du mouvement. Et c'est là-dessus, à mon avis, que le travail doit Votre explication est remarquable. Ce sont des choses difficiles. Un dernier mot pour vous, de commentaire global, Isabelle Cany. Oui, alors je pense que on a bien exploré là le lien entre Harry et Voldemort, mais je reviens sur ce que je disais. Pour moi, ce lien, il n'est pas uniquement personnel, il est beaucoup plus collectif que ça. Oui. C'est-à-dire que à travers la magie, et il y a des choses très justes qui ont été dites tout à l'heure là-dessus. La magie, elle est très composite chez Rowling. La magie, il y a un aspect effectivement enchantement de l'enfance, mais il y a aussi un aspect de plus en plus parler de notre monde à travers ça, parler de la technologie, parler de la société de consommation. Et donc tout ça, on finit par se rendre compte, même si c'est pas dit tel quel, que la magie qui devrait être l'opposé de la magie noire, finalement elle lui ressemble par tous les moyens. Et on revient à la destruction de la baguette. Et donc Voldemort, c'est une tentation du monde magique en soi. Et c'est pour ça que est-ce que ce monde magique peut être le même une fois que Voldemort a été détruit? J'en suis pas bien sûre. Et je pense que donc ce qui est vraiment raconté, c'est que Harry, une fois que lui il a vaincu cette tentation au tome 5, parce que c'est au tome 5 quand il déboulonne son père justement que c'est là qu'il risquait le plus d'être envahi par Voldemort, et c'est là qu'il va prendre ses distances. Ensuite, il continue son chemin vers la maturité, et Voldemort paraît
presque par contraste, complètement infantile, au point que le tome 7 n'est même plus centré sur le combat entre Harry et Voldemort. Il s'agit avant tout de découvrir Dumbledore, qui est quand même un personnage autrement plus complexe, et de découvrir justement la complexité et les côtés ambivalents de Dumbledore. Découvrir que les bons ne sont pas entièrement bons. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les trois, Isabelle Cany, Marie-Paul Durieux et Jean-Paul Matteau, pour avoir éclairé pour nous le parcours psychique notamment de Harry Potter. À présent, c'est l'heure de la chronique de Frédéric Worms qui se demande aujourd'hui pourquoi fait-on de l'esprit. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi fait-on des mots d'esprit ? En 1905, Sigmund Freud publie un de ses plus grands petits livres, car il a publié des grands livres, mais aussi des petits livres, et c'est souvent ces petits livres qui sont les plus grands. Et parmi ces grands petits livres, il y a un livre qu'on traduit en français de la façon suivante, le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient. En allemand, évidemment, le terme qui désigne le mot d'esprit n'est pas le même. On dit das Witz, c'est à la fois l'histoire drôle, c'est le trait d'esprit, c'est le mot en effet qu'on traduit en français par le mot d'esprit. Mais on peut contester cette traduction. Il y a une sorte d'étonnement devant la polysémie, la pluralité de sens du mot esprit en français. Le mot esprit qui désigne une sorte de dimension de la subjectivité, une capacité à agir, peut-être aussi quelque chose comme la liberté, mais aussi du coup le problème de sa relation avec le corps, avec la nécessité matérielle, et puis ce sens du mot esprit qui paraît secondaire qu'on a dans le mot d'esprit, justement, quelqu'un qui a de l'esprit, qui fait de l'esprit, c'est un homme d'esprit, c'est une femme d'esprit, c'est quelqu'un qui a de l'esprit. On a l'impression que cela n'a rien à voir. Et peut-être pourtant, y a-t-il quelque chose de commun à tous ces sens du mot esprit en français? Peut-être a-t-on raison de traduire le Witz freudien viennois du début du XXe siècle par cette étrange expression française, le mot d'esprit. Et il faudra évidemment en donner un exemple dans un instant. Mais disons d'abord pourquoi il y a un lien entre tous ces différents sens. C'est que le trait d'esprit, comme l'a aussi montré Bergson dans un livre très différent de celui de Freud, qui s'appelle Le Rire, publié 5 ans avant, Le Rire, essai sur la signification du comique en 1900, le trait d'esprit, c'est un concentré. C'est une façon de faire rire qui surprend par une sorte de raccourci, qui montre en quelque sorte l'intensité de nos pensées à l'extrême, à tel point que l'esprit, c'est la pensée devenue aérienne, devenue indépendante. On dit de quelqu'un qu'il a de l'esprit quand ça va vite, quand ça nous prouve une sorte d'indépendance de la subjectivité par rapport à la pesanteur des choses. C'est aussi l'ironie qui caractérise l'esprit. Ainsi, le mot d'esprit, c'est le mot intense. C'est l'intensité de la pensée qui contourne la matérialité des choses. Pourtant, Freud nous montre que le trait d'esprit a à voir avec l'inconscient, qu'il se bat avec des pulsions, qu'il a à voir avec la sexualité, avec le pouvoir. Ainsi, les traits d'esprit qui illustrent le livre de Freud sont toujours des luttes avec l'inconscient et recherchent un plaisir bien concret, mais il les recherche avec les tours d'esprit de la culture. L'esprit, c'est la culture faisant face aux dangers du monde, à la force des pulsions. C'est avec l'esprit que nous résistons à la violence, l'esprit qui s'arrache à la pesanteur du monde, qui nous fait croire à son immatérialité aérienne, alors qu'il est le combat concret des humains face à ce qui les détruit. Merci Frédéric Worms, on peut retrouver votre chronique en podcast, tout comme l'ensemble des émissions d'Avec Philosophie. Cette émission était la 4e donc de notre série Harry Potter qui est à présent terminée. Jean-Paul Matteau me disait en off, si j'ose dire, qu'il fallait quand même aussi saluer dans l'œuvre de J.K. Rowling les enseignants, l'école du Poudlard. Il y a quelque chose qui se joue d'assez joli autour de l'enseignement. Donc voilà, c'est dit, relayé. Je voulais aussi vous signaler qu'une exposition interactive dédiée à la saga Harry Potter se tiendra à Paris du 21 avril au 1er octobre. C'est à Paris Expo.
portes de Versailles. Et voilà, cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jacques Hubert. Pierre Benazé doit aussi être remercié pour le duplex avec Bruxelles. Elle a été préparée avec Manon de la Selle en particulier et puis toute l'équipe d'Avec Philosophie, Caroline Pernès, Jules Barbier, Carla Michel et Aïda Ndiaye. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.